Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le résumé du rapport de synthèse du GIEC de 2014. C'est un peu le carnet de santé de notre planète, si on veut, rédigé par des milliers de scientifiques. Notre mission, c'est de passer ce document au scanner pour en extraire l'essentiel. C'est exactement ça. On n'est pas dans le bulletin météo du lendemain, mais vraiment dans un diagnostic de fond. On va se pencher sur 3 points essentiels. D'abord, les symptômes, ce qui a été observé. Ensuite, la cause de la maladie, ce qui provoque ces changements. Et enfin, le pronostic et les traitements possibles, c'est-à-dire ce que l'avenir nous réserve et ce qu'on peut faire. Parfait, ce plan me plaît bien. Commençons par le diagnostic. Le rapport est très direct d'entrée de jeu. Il affirme que, je cite, « le réchauffement du système climatique est sans équivoque ». Quels sont les signes vitaux qui ne laissent aucune place au doute? Alors, le rapport aligne les faits, un peu comme un médecin qui listerait des résultats d'analyse. Le premier, le plus connu, c'est la température. La moyenne à la surface du globe a grimpé de 0,85 degrés Celsius entre 1880 et 2012. Mais, et ça c'est un chiffre marquant, la période de 1983 à 2012 a été probablement la plus chaude que l'hémisphère nord ait connue depuis 1400 ans. 1400 ans. C'est difficile à imaginer, on parle du Haut Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on peut savoir la température qu'il faisait à cette époque avec une telle précision? Ce ne sont pas des relevés de thermomètre, j'imagine. Ben non, absolument pas. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la paléoclimatologie. Les scientifiques analysent des archives naturelles. Les carottes de glace, les cernes de croissance des arbres, les sédiments au fond des lacs, même les coraux. En fait, tous ces éléments contiennent des indices qui permettent de reconstituer les climats du passé avec une fiabilité assez surprenante. Fascinant. Mais la température de l'air, ce n'est qu'une partie de l'histoire. J'imagine que cette fièvre ne se manifeste pas que là. C'est un point absolument crucial. L'atmosphère, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Le vrai patient, en quelque sorte, ce sont les océans. Plus de 90% de l'énergie supplémentaire piégée par les gaz à effet de serre entre 1971 et 2010 a été absorbée par les océans. Ils agissent comme une gigantesque éponge thermique, ce qui au passage ralentit le réchauffement de l'air qu'on ressent. Une éponge thermique. J'aime bien l'image. Mais une éponge, quand elle se gorge d'eau, elle finit par changer. J'imagine que pour l'océan, c'est pareil. C'est une excellente analogie. Ça a un double effet. D'abord, l'océan se réchauffe, ce qui perturbe les courants marins, les écosystèmes, et ensuite, en absorbant une partie de notre CO2, sa chimie change, il s'acidifie. Le rapport chiffre que son pH a déjà baissé de 0,1. 0,1, ça peut paraître infime. Oui, mais l'échelle du pH est logarithmique. Du coup, ça correspond en réalité à une augmentation de 26% de son acidité. Pour les organismes à coquilles ou à squelette calcaire, comme les coraux, c'est une véritable agression. D'accord, on voit le tableau. La planète a de la fièvre et les océans en absorbent la majeure partie, au prix de leur propre santé. Qu'en est-il de la glace, le troisième grand indicateur? Là aussi, les observations sont très claires. Les grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique perdent de la masse. Et le rythme s'accélère. Les glaciers de montagne reculent de façon quasi généralisée sur toute la planète. Et bien sûr, la banquise arctique en été fond à une vitesse spectaculaire. Attendez, j'ai une question là-dessus. On entend parfois l'argument inverse. Le rapport mentionne-t-il le cas de l'Antarctique où la banquise aurait, à certains endroits, augmenté? Ça semble paradoxal. C'est une très bonne question, car elle illustre bien la complexité du système. Et oui, le rapport le note. L'étendue de la banquise autour de l'Antarctique a légèrement augmenté entre 1979 et 2012. Attention, on ne parle pas de la calotte glaciaire sur le continent qui, elle, fond, mais bien de la glace de mer. D'accord. L'explication n'est pas simple, elle est liée à des changements dans les vents autour du continent qui poussent la glace plus au large. Ça montre deux choses, le réchauffement n'est pas uniforme et un seul indicateur pris isolément peut être trompeur. Il faut regarder la tendance globale. Et globalement, la planète perd sa glace à un rythme effréné. Et la conséquence logique de cette fonte des glaces terrestres et de l'expansion de l'océan, c'est la montée des eaux. Exactement. Le niveau moyen des mers a grimpé de 19 cm entre 1901 et 2010. 19 cm. Ça peut sembler abstrait, mais concrètement, ça change quoi?
On parle déjà de territoires perdus, d'infrastructures qu'on doit repenser. Absolument. Ce n'est pas juste un chiffre sur un graphique, c'est l'érosion accélérée des côtes, des plages qui disparaissent, des tempêtes qui pénètrent plus loin dans les terres. C'est aussi la salinisation des terres agricoles et des réserves d'eau douce dans les deltas les plus peuplés du monde. Pour des millions de personnes, ces 19 cm sont déjà un enjeu de sécurité. Le diagnostic est clair. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, c'est le niveau de certitude du rapport sur la cause. Comment les scientifiques arrivent à affirmer que c'est bien l'influence humaine et pas juste une variation naturelle? Quelle est notre empreinte digitale dans tout ça? C'est la question centrale. Les scientifiques ont plusieurs faisceaux de preuves. D'abord, les concentrations de gaz à effet de serre, CO2, méthane, elles sont à des niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Ça, on le sait grâce aux bulles d'air dans les carottes de glace. D'accord? Ensuite, l'analyse du type de carbone dans l'atmosphère montre que l'excès de CO2 vient bien de la combustion de matières fossiles. Et enfin, et c'est peut-être le plus convaincant, ils utilisent des modèles climatiques. Ils font tourner des simulations du climat du XXe siècle, une fois avec seulement les causes naturelles, les volcans, le soleil. Et ça ne marche pas, ça ne colle pas au réchauffement observé. Et ensuite? Ensuite, ils refont tourner les mêmes modèles en ajoutant les émissions humaines. Et là, la simulation colle presque parfaitement à la réalité. C'est cette concordance qui leur permet de dire qu'il est extrêmement probable que nous soyons la cause dominante. Le diagnostic est posé, la cause est identifiée. Passons donc au pronostic. Pour explorer l'avenir, le rapport utilise un outil un peu technique, les RCP. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de machine à explorer les si, alors. C'est tout à fait ça. RCP, ça veut dire Representative Concentration Pathway. En gros, ce sont des scénarios. Le rapport en étudie principalement 4, du plus optimiste, le RCP 2.6, où on agit de façon très forte, au plus pessimiste, le RCP 8.5. Ce dernier, c'est un peu le scénario business as usual, on continue sur la lancée de l'époque. D'accord. Pour bien comprendre les enjeux, restons sur ce scénario du pire, le RCP 8.5. À quoi ressemblerait la planète à la fin du siècle si on suivait cette voie? Les projections sont frappantes. Pour la température, on parle d'un réchauffement moyen de 2,6 à 4,8 degrés de plus par rapport à la fin du XXe siècle. 4 degrés de plus en moyenne planétaire, c'est un monde radicalement différent. Oui, il faut bien réaliser. L'écart entre aujourd'hui et la dernière ère glaciaire, c'était environ 5 degrés, mais dans l'autre sens. Et j'imagine que cette moyenne cache d'énormes disparités. Ce n'est pas 4 degrés de plus partout, tout le temps, hein. Non, bien sûr. Les continents se réchauffent plus vite que les océans, et l'Arctique se réchauffe au moins 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Et surtout, c'est la fréquence et l'intensité des extrêmes qui explosent. Vagues de chaleur plus longues, plus intenses, et des épisodes de pluie torrentielle beaucoup plus fréquents. Et notre fameuse éponge thermique, l'océan, comment réagirait-elle? Elle continuerait à absorber, mais avec des conséquences démultipliées. Pour ce scénario RCP 8.5, l'acidification augmenterait de 100 à 109%. Le double. Oui, c'est une vitesse de changement qui menace toute la chaîne alimentaire marine. Pour le niveau de l'eau, on parle d'une hausse supplémentaire de 45 à 82 cm d'ici 2100. Il faut imaginer que les protections de nombreuses grandes villes côtières, comme Miami ou Osaka, deviendraient complètement obsolètes. Et il y a cette image très parlante. Oui, un océan arctique quasiment libre de glace en été avant 2050 deviendrait probable. C'est là qu'on touche à un point qui est peut-être le plus angoissant du rapport JS, la notion de changement irréversible. Oui, c'est un concept fondamental. Le rapport explique qu'une grande partie du réchauffement climatique dû au CO2 est irréversible à l'échelle de plusieurs siècles, voire millénaires. C'est l'inertie du système. C'est le supertanker, c'est ça? Même si on coupe les moteurs, exactement. Il continue sur sa lancée. Le niveau des mers, par exemple, continuera de monter pendant des siècles quoi qu'on fasse, à cause du temps que met l'océan profond à se réchauffer. Et ce supertanker, il risque aussi de heurter des points de bascule. Oui, le rapport en évoque un en particulier, la fonte quasi complète de la calotte glaciaire du Groenland. Les scientifiques estiment qu'un réchauffement soutenu au-delà d'un certain seuil, qu'il situe entre 1 et 4 degrés, pourrait enclencher ce processus. Une fois lancé, il serait impossible à arrêter. Probablement. Et ça s'étalerait sur un millénaire ou plus. Le résultat, une hausse du niveau des mers de près de 7 mètres, rien qu'avec le Groenland. Le pronostic est sévère, mais un bon médecin ne se contente pas d'annoncer la mauvaise nouvelle. Il propose un plan de traitement. Le rapport parle d'atténuation
et d'adaptation. Ce sont les deux leviers d'action. Ils sont complémentaires et les deux sont indispensables. L'atténuation, c'est s'attaquer à la cause du mal, réduire nos émissions pour limiter l'ampleur du réchauffement. L'adaptation, c'est gérer les symptômes inévitables, ajuster nos sociétés pour faire face aux impacts qui sont déjà là. D'accord. Commençons par l'atténuation. Pour rester sous la fameuse barre des 2 degrés, quel est l'effort à fournir d'après le rapport? L'effort est immense. Pour avoir une chance probable, donc plus de 66%, de ne pas dépasser ces 2 degrés, il faudrait réduire les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici 2050 par rapport à 2010. 40 à 70%. Oui, et ensuite atteindre des émissions proches de zéro, voire négatives, d'ici 2100. C'est une transformation radicale de la société? Pour notre système énergétique, ça veut dire quoi concrètement? Ça implique de le réinventer. Le rapport chiffrait que la part de l'électricité bas carbone, donc renouvelable, nucléaire, etc., devrait passer d'environ 30% à l'époque à plus de 80% d'ici 2050. Et le rapport insistait sur un point, plus on attend, plus ce sera brutal et coûteux. L'inaction a un coût bien supérieur à l'action. C'est très clair pour l'atténuation. Venons-en à l'adaptation. Pour une communauté, disons un village côtier ou une région agricole, à quoi ça ressemble en pratique? Les options sont très variées, car elles doivent être locales. On peut les classer en, disons, 3 types. Il y a d'abord les solutions structurelles, les plus visibles. Construire des digues, surélever des infrastructures, ou développer des variétés de cultures plus résistantes à la sécheresse. Ensuite, il y a la couche institutionnelle, si je comprends bien. C'est ça. Par exemple, mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour les canicules, ce qui sauve des vies, ou revoir les plans d'urbanisme pour ne plus construire en zone inondable. Et enfin, le plus important peut-être, le volet social. Il est crucial. Il s'agit d'aider les populations à être plus résilientes. Par exemple, accompagner un agriculteur pour qu'il diversifie ses sources de revenus, ou des programmes d'éducation pour que chacun comprenne les risques. Mais, et c'est un avertissement très fort du rapport, l'adaptation a ses limites. Hein? Face à un réchauffement trop rapide et trop fort, aucune digue ne sera assez haute. L'adaptation sans une atténuation forte, c'est se préparer à gérer l'ingérable. Si on résume, le message est d'une clarté redoutable. Le réchauffement est là. C'est nous, les risques sont immenses, parfois irréversibles. Mais le rapport n'est pas un document fataliste. Il trace des chemins possibles pour limiter les dégâts en combinant une action forte sur les émissions, l'atténuation, et une préparation intelligente au choc, l'adaptation. Tout à fait. La science a posé le diagnostic, identifié la cause et décrit les traitements. Le rapport est une feuille de route. Il ne dit pas « voilà ce qui va se passer », mais plutôt « voilà l'éventail des futurs possibles en fonction des choix que vous ferez maintenant ». La balle est dans le camp des décideurs. Exactement. La mise en œuvre relève de décisions politiques, économiques et sociales. Et pour finir, le rapport soulève une question qui dépasse la simple science du climat, une dimension éthique. Il note que les populations les plus vulnérables aux impacts sont souvent celles qui y ont le moins contribué. Ça nous reste avec une interrogation pour la suite. Oui, une question redoutable. Comment une communauté mondiale peut-elle résoudre équitablement un problème qu'elle a créé collectivement, mais dont les responsabilités et les conséquences sont si inégalement réparties? Le rapport ne donne pas la réponse, bien sûr, mais il la pose comme une condition incontournable de la solution.